Si on vous dit Costa Brava, vous pensez à plage, bronzage, palmier. Par contre, si on vous dit dolmen, menhir, vous pensez à bigouden, bignou, crêpes. Et si maintenant, je vous dis qu'il y a des menhirs sur la Costa Brava, alors là, vous pensez plus à rien, vous avez plus rien à dire. On va vous expliquer. Hey, hey, mercy, woman plays a song and no one listens. I'll bet we have listened to the band. Astérix et Obélix n'y sont vraiment pour rien. Ce n'est pas 50 ans avant Jésus-Christ, à l'époque de Jules César, qu'un peu partout en Europe, les hommes ont construit les dolmens, les menhirs. C'est quelque chose comme 4 à 5 000 ans avant Astérix et Obélix. C'était des hommes qui avaient des outils de pierre, qui cultivaient la terre, qui vivaient dans des cabanes probablement, qui se regroupaient en quantité assez abondante, plusieurs centaines d'hommes à certains endroits, pour construire ces édifices. Direction les dolmens du Roi, une nécropole dolménique. On y va. En Catalogne, les dolmens sont en général assez faciles à trouver parce qu'il y a des chemins, des routes mégalithiques qui permettent de voir au moins une centaine de mégalithes commodément dans une aire d'une quarantaine de kilomètres. Nous sommes là, au-dessus de la Catalogne, à 15 km de la mer, Rosas, à 2 pas des plages donc et des baigneuses, à 2 pas du col du Pertus, avec les magasins de sextoys, et nous dominons la plaine au dolmen d'El Barranc. La plupart du temps, les dolmens sont ainsi placés avec des orientations souvent nord-sud. De partout, on les voit, et de là où ils sont, on voit tous les environs. L'idée, c'est que les menhirs ou les dolmens sont à des points telluriques forts, effectivement, comme il y a des points d'acupuncture dans le corps, et que ces populations très anciennes avaient le sentiment très fort de ces points telluriques forts. Donc il y a une espèce de traînée de mégalithes de différentes natures, dolmens, cercles de pierre, menhirs, ensemble de l'un et de l'autre, dans l'ensemble de la chaîne des Pyrénées, de sorte que certains peuvent dire, peut-être de manière un peu poétique, qu'il y a une sorte de chemin d'étoiles, qui seraient les mégalithes, qui iraient d'est en ouest jusqu'à Saint-Georges-de-Compostelle. Et cette aire serait peuplée de populations montagnardes, dont un des restes serait les populations basques. Exemple. Alors on comprend bien ce qu'est la structure. Donc il y a le sépulcre, où là on déposait les restes pendant peut-être 1000 ou 2000 ans de différents morts des tribus environnantes. Il faut donc imaginer un immense tas de petits cailloux, de cailloux moyens, qui formaient en gros une espèce de cercle dont il reste les limites et un certain nombre de cailloux qui devaient monter et recouvrir la totalité, de sorte qu'on entrait par là, peut-être y avait-il une porte en pierre, enfin il n'en reste rien, pour entrer à l'intérieur de la chambre sépulcrale qui devait être à peu près obscure. Devant ces grosses pierres, les hommes depuis longtemps se sont posés beaucoup de questions. Comment est-ce que cela a été fabriqué? Alors on a imaginé des tas de solutions. Très souvent on s'est dit que ce sont des géants qui ont transporté ces pierres, qui les ont jetées d'une façon ou d'une autre. Parfois des sorcières, parfois pour les modernes, des extraterrestres. Au fond, Astérix et Obélix, avec l'histoire de la potion magique, renouvelle de manière comique cette vieille histoire des forces extraordinaires d'hommes d'un temps lointain. Voilà un dolmen complet. Mais ce n'est pas du tout ainsi que les hommes fabriquent les dolmens. Ils faisaient en réalité des tas de terre, et puis, à plusieurs dizaines d'hommes, ils faisaient glisser peu à peu les pierres avec des cordes, avec des rondins, de telle manière que les pierres se retrouvent verticales grâce au plan incliné. Et puis, au dernier moment, alors que la terre était absolument partout, ils faisaient monter la dalle sommitale, très lentement, comme ça, en tirant, il faut imaginer, un effort considérable, poussés par le plan incliné, par eux-mêmes. Là, ils le déposaient, et ensuite, ils pouvaient éventuellement enlever
ce qui avait servi à la construction. Voilà, ici, là, je ne connais pas. On m'a parlé d'une pierre à sacrifice. Ça, c'est intéressant. Je vais essayer de voir un petit peu cette chose. Pierre à sacrifice avec des trous, j'imagine, des rigoles peut-être, des cupules. Ah, là, je vois la chose. C'est violon. Oui, la bouche. Un œil, un œil. Ah oui, là, comme des petits bassins. Alors, c'est le genre de choses où parfois on dit que on faisait accoucher les femmes et des flux menstruels sortaient par les trous. Ou bien on sacrifiait effectivement des victimes et le sang coulait. Test de la pierre à sacrifice. Ça marche très bien. Voilà donc quelque chose qui dépasse les toutes limites de garantie. Cette pierre a peut-être 4000 ans, 5000 ans, je n'en sais rien. Et elle fonctionne encore. C'est du solide. Alors, évidemment, les menhirs, ils ont fait souvent penser à des sexes. Les femmes encore au XIXe siècle, et encore aujourd'hui, c'est certain, vont un petit peu frotter leur ventre contre les menhirs pour avoir un peu de fécondité. Toute cette légende que je vous récite, je les ai appris par mes vieux parents, mon grand-père, ma grand-mère, mes arrière-parents. Mais en revanche, les curés au XVIe, XVIIe siècle, voyant que les femmes en particulier, mais pas uniquement les femmes, rendaient des rites près de cela, s'en sont préoccupés, ont vu là des pierres dangereuses, ont fait interdire les rites, les danses qu'il peut y avoir là autour, on en fait raser un grand nombre. Au demeurant, encore aujourd'hui, les gens aiment bien aller faire des cultes ésotérico-érotiques là-dedans. Et là, avec en plus quelques pétards si possible, et les effets érotiques de leur mage, ont des visions diverses. On va parler des farfadets ou des choses comme cela, ou leur amant, ou je ne sais pas quoi. Ce sont des lieux de culte anciens et parfois modernes. Toutes sortes de gens sont venus sur ces mégalithes. Par exemple, il y a un certain nombre de mégalithes qui ont servi au XVIIe, XVIIIe siècle pour faire des cabanes de vigne. Là maintenant, les chasseurs qui vont le dimanche à partir de l'automne à la chasse, très bien, eh bien, ils utilisent volontiers certains mégalithes comme des abris de chasse. Il y a ici quelques objets qui ont été trouvés dans les fouilles, quelques objets en silex, quelques éléments de collier, des petites poteries. Et maintenant, si on fait des fouilles là-dedans, il est certain qu'on va trouver un grand nombre de capsules de bière, de débris de verre, et peut-être même des objets laissés par des cultes tout à fait récents. Moi, j'ai trouvé ici des ours en peluche, d'âge 2010-2009, je pense. Si tu m'emmenais faire une balade. L'idée majeure, c'est de rencontrer des lieux que les hommes ont employés pendant des années et des années, que nous pouvons encore employer autrement, vraiment pour faire de la poésie. Les cupules sont des petits trous, visiblement taillés pour accueillir des petits fromages rouges de ce type. La preuve. On sait que, selon Salvador Dali, qui habitait par loin d'ici, s'appuyant sur cet Augustin, le Christ ou Dieu n'est autre que le fromage. Eh bien, nous avons un cheminement de petits fromages qui mène, en gros, d'est à ouest, ici. Les mégalithes sont des monuments libres d'accès, gratuits, situés généralement hors des grands axes. Ces monuments très anciens, on peut les toucher, on peut les respirer, on peut, si on veut, les lécher, on peut dormir dessous. On peut dormir dessus. On peut inventer avec eux ses propres rites. Et donc, ils ne sont pas enfermés dans des musées. Ils ne sont pas dans Disneyland ou autre parc d'attractions. Ils sont dans la nature sauvage. Et l'on peut en faire ce que l'on veut. Je dirais aux enfants, allez chercher les dolmens et les menhirs pour apprendre à vous perdre en les cherchant. Et donc, dans cette perte que vous allez avoir, vous allez peut-être vous trouver vous-même. Mais aussi parce que ce qu'on a à chercher dans la mégalithe, c'est ce qui n'y s'y trouve pas
et que l'on construit par notre propre recherche. Donc, dans les mégalithes, c'est non pas l'or des pièces de monnaie qu'il faut chercher, mais ce que André Breton appelle l'or du temps. Et cet or du temps, il est hors du temps. H-O-R-S. Alors, je vais terminer cette petite conférence par un point, c'est que probablement la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, l'époque où nous sommes, est la grande époque de construction des mégalithes dans le monde. Grâce à l'invention du rond-point en Europe occidentale, le mégalithe a de beaux jours devant lui. En effet, le rond-point est un espace libre dans lequel il faut bien faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans un espace libre dans lequel on n'a rien à faire, autour duquel on tourne? Planter des cailloux. Et les gens tournent autour. Il est possible que dans 10 000 ans, on s'interrogera infiniment sur le sens de ces structures mégalithiques contemporaines. Donc il y a une actualité du mégalithisme et on est bien parti pour un 3e millénaire du mégalithisme européen et mondial. Voilà. Bon, il y en a assez, hein.